Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Igué. Le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui vient de prendre la tête de l'Union africaine, va assumer cette responsabilité à un moment délicat. Le Burundi est impliqué militairement dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, tandis que le pays connaît également d'importantes crises économiques et des tensions internes. Cette présidence pose plusieurs questions. Quelle sera la marge d'action de Bujumbura à la direction de l'organisation? Quel impact cela peut-il avoir sur la situation diplomatique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs? Et plus largement, quelles seront les retombées sur l'Afrique en général? Autant de questions que nous allons essayer d'analyser au cours de cette émission. Avec moi dans les studios, Tite Gatavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi, ça va, je suis en forme. Ouais. Tite, comme aujourd'hui, vous le savez, le topic d'aujourd'hui, c'est le président Ndayishimiye à la tête de l'Union africaine. Oui. Mais avant de parler de cette nouvelle de dernière minute, mais pouvez-vous nous parler d'abord quelle est la situation du Burundi actuellement? Ah ben, ça, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Le Burundi manque de tout. Le Burundi manque de gouvernance. Le Burundi est miné par la corruption généralisée. Le Burundi est marqué au fer rouge par le clientélisme. Le Burundi manque de devises dans les banques. Ça veut dire que les étalages sont vides. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fourniture en produits de première nécessité. Le Burundi est engagé aux côtés des FARDC, des FDLR, des mercenaires, des Maïmaï et Wazalendo pour l'épuration ethnique au sud de Kivu. Le Burundi est mal vu dans la région. Le Burundi a des problèmes internes parce que le président du CNDD-FDD se prépare pour être candidat aux élections, je crois, de l'année prochaine, et que le président Ndayishimiye aurait bien voulu rempiler. Il y a un peu plus d'adhésion du côté de Révérien que de Ndayishimiye. Et donc, le Burundi a ses frontières du côté Rwanda qui sont fermées, du côté d'Uvira qui sont fermées, ce qui l'isole encore beaucoup plus. C'est un peu ça, le tableau pas très beau, qui est vraiment sombre du Burundi. Alors, Tite, si nous revenons un peu à la genèse de l'organisation de l'Union africaine, est-ce que peut-on dire que, mais comment ça se fait qu'on prenne les dirigeants de cette organisation? Est-ce que Ndayishimiye a-t-il été choisi, a-t-il été élu? Est-ce par compétence qu'il arrive à la tête de l'Union africaine? Est-ce que pouvez-vous un peu nous expliquer non, le mécanisme est très simple. Il y a un mécanisme d'une présidence tournante de l'Union africaine. Et donc, le président se relaie comme ça. C'est un poste protocolaire, honorifique, qui peut être utile en fonction du chef de l'État qui assume cette fonction de présidence tournante de l'Union africaine. Donc, Ndayishimiye n'a pas fait campagne, Ndayishimiye ne s'est pas fait élire à la tête de l'Union africaine parce qu'il a une vision, il a un projet pour le continent. Non, voilà, ça tourne. Mais alors, Tite, avec cette situation que vous nous avez dit du Burundi, catastrophique comme nous le voyons, mais comment va-t-il assumer une responsabilité de tout un continent alors que son pays va mal? On va dire pour sa décharge, hein, il n'est pas le premier à passer président en exercice de l'organisation continentale en ayant des casseroles pas très propres dans son pays, tout le tableau
qu'on vient de faire et qui n'est pas exhaustif, ça veut dire qu'il va manquer de poids politique au niveau de ses pairs, qu'il va manquer de dimension diplomatique pour imprimer sa marque dans un ou deux projets au niveau du continent et qu'il sera transparent pendant toute une année et qu'il passera comme une comète, oui. Tite, vous le disiez tout à l'heure, le Burundi prend la tête de l'Union africaine alors qu'il est impliqué dans le conflit à l'est de la RDC, mais pas seulement. Aussi hostile au Rwanda. Oui. Mais quel impact pour le Rwanda avec cette nouvelle présidence à la tête de l'Union africaine? Je dirais comme ça d'emblée, ça n'aura pas d'impact sur le Rwanda, parce que le Rwanda est solide sur ses bases à la fois sécuritaires, politiques et diplomatiques, parce que je dis que le président burundais Ndayishimiye a un déficit politique en interne qu'il ne peut pas projeter sur le continent. On voit bien qu'il n'a pas de relais diplomatique. Il est en poste depuis 2000. On ne peut pas, comme ça, rapidement, désigner 2-3 chefs d'État sur le continent avec lesquels il entretient des relations quasi personnelles. Ça existe ailleurs. Le président Kagame avait des relations presque personnelles avec, on peut citer beaucoup, le président Sassou Nguesso, le président du Bénin, le président Macky Sall et même son successeur, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, le président Uhuru Kenyatta et son successeur, le président Al-Sisi d'Égypte, le président tchadien, à la fois son père et le fils qui l'a succédé, le président Doumbia de Guinée. Voilà. Ça fait partie des réseaux qui se développent parce que les chefs d'État se connaissent, ils travaillent ensemble sur certains dossiers, ils se respectent et donc ils développent humainement des bonnes relations et on peut compter sur ça quand on accède au poste de président de l'Union africaine pour faire avancer des dossiers. Je vois très mal le président Ndayishimiye convoquer une réunion de haut niveau et avoir plus de 3 chefs d'État à Bujumbura. Mais en tant que nouveau président de l'Union africaine, ne voyez-vous pas Ndayishimiye commencer à faire des manœuvres pour peut-être chercher des solutions aux crises qui frappent en Afrique, peut-être au Soudan, mais aussi à l'est de la RDC? Ne voyez-vous pas qu'il essaiera de mettre peut-être en place des mécanismes dans différents conflits? Mais nous, ce qui nous intéresse, peut-être, vous pouvez nous dire de conflits en est de la RDC. Tout le monde sait, tout le monde voit que le président Ndayishimiye est impliqué jusqu'au cou dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. On voit bien que le président Ndayishimiye partage l'idéologie génocidaire des FDLR. Les FDLR, je l'ai déjà dit et redit, je le répète, ont le couvert à Bujumbura. Les FDLR ont investi chez Ndayishimiye. On voit bien que le président Ndayishimiye est allié au président Tshisekedi. Il lui envoie des troupes. Il fait le blocus de Minembwe pour exterminer les Tutsis congolais. Et donc, le fait d'être impliqué à ce point lui enlève, si vous voulez, cette qualité de prise de hauteur et de dire « je suis président en exercice de l'Union africaine et je veux voir un peu dans ce dossier pour
poussé vers le chemin de la paix. On a vu les embrassades à Addis Abeba entre lui et le président Tshisekedi, entre lui et le président Joao Lorenzo, et plus grand monde. Le président Tshisekedi a vu que ses alliés, le président burundais, le président Lorenzo et le président Ramaphosa. Et l'équipe de Ramaphosa qui ne sait même pas dire comment s'appelle le président Tshisekedi. Je n'ai aucune crainte pour dire que cette année sera difficile sur le dossier à l'est du Congo, que parce qu'il est impliqué, il va peser négativement sur le processus de paix, qu'il va aider le président Tshisekedi sur quoi que ce soit, parce qu'il a cette position-là. Voilà, pour qu'un président soit efficace, parce qu'il n'a qu'une année, il prépare ses équipes en amont. Préalablement à ça, il met des équipes en place, il montre ses priorités. J'ai, comme tout le monde, lu l'article de Jeune Afrique qui cite des noms des personnalités burundaises qui pourraient l'aider. C'est que des Burundais. On ne voit pas une personnalité africaine d'un autre pays. Ça dit ce que ça dit. C'est trop rétréci en termes de projection sur le continent. Les noms qu'on a cités, on ne nous dit pas que ces gens se sont déjà retrouvés, qu'ils ont préparé des dossiers pour l'entrée en fonction de leur président, qu'il arrive à Addis Abeba avec une vision claire des 2 ou 3 dossiers qui lui tiennent à cœur et qui sont prioritaires. Aujourd'hui, le mandat commence. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe ne peut pas nous dire qu'ils se sont réunis, qu'ils ont défini les priorités du président, qu'ils ont une idée de la mise en exécution de tel projet ou tel projet. Il a dit dans son discours, il a cité les problèmes du continent, sans nous indiquer clairement, voilà ce que moi, en une année, je pourrais réaliser pour le continent. Dire qu'il va ramener la paix à l'est du Congo pendant qu'il est trempé jusqu'au cou là-bas, c'est comme dirait quelqu'un, c'est une vaste blague. Et donc, je suis très optimiste, en tout cas pour le Rwanda. Je n'ai aucune crainte qu'il puisse torpiller le Rwanda sur quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il pourra être utile en quoi que ce soit pour le président Tshisekedi. Tite, vous parliez de l'équipe de Ndayishimiye au sein de l'Union africaine. On a évoqué entre autres un nom, son ministre des Affaires étrangères, qui est connu comme je pourrais dire un extrémiste. Est-ce que ce n'est pas un problème davantage parce qu'à côté de cela, on a aussi vu le négationniste Charles Onana qui lui saluer très chaleureusement. Est-ce que, voyant toute cette équipe et tout ce contour, est-ce que ce n'est pas un truc de grave de plus qui... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, je n'ai aucune crainte qu'il puisse utiliser cette fonction pour peser sur quoi que ce soit. Charles Onana est condamné en France pour négationnisme. Ça, c'est dans toute la presse. Toutes les chancelleries ont eu accès à ça. Et vous prenez les rênes du continent, vous vous affichez, tout sourire. Avec qui? Avec Charles Onana. Eh bien, bravo. Bravo. Ça montre déjà qu'il reste attaché à l'idéologie génocidaire. Ça montre qu'il sera hostile au Rwanda. Oui, Monsieur le Président, vous avez commis une faute
sur le plan diplomatique, sur le plan politique et sur le plan de l'image. Tshisekedi s'est affiché avec ce qu'il appelle des communicateurs du chef de l'État qui propagent le discours de haine. Son porte-parole de l'armée venait d'être suspendu. Ndayishimiye prend les rênes du continent et la première personnalité qu'il voit, c'est « Ah oui, on va s'afficher. Ah ben, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. » C'est contre lui qu'il joue, ce n'est pas ni contre le Rwanda, ni contre l'Union africaine. Non, c'est son mandat qui passera comme une comète. On ne gardera pas quelque chose de lui. Et peut-être que 3 mois après, si vous faites le micro-baladeur au niveau du continent, en demandant qui était l'ancien président en exercice, sur 10 personnes, vous ne trouverez pas 2 qui vont vous dire c'était le président burundais. Ouais. Tite, le président burundais s'est affiché avec le négationniste Charles Onana. À l'est de la RDC, une communauté est régulièrement victime d'exactions, de bombardements. Mais pour cette communauté, comment maintenant elle se voit avec ce dirigeant par rapport à ces massacres qu'elle vit tous les jours? Moi, je crois que les Tutsis congolais n'ont rien à attendre de l'Union africaine, indépendamment du président burundais, qu'il soit président en exercice ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ils sont massacrés systématiquement et tous les jours depuis plus de 3 ans. On n'a vraiment pas vu l'enthousiasme de l'Union africaine pour dire au président Tshisekedi arrêtez les massacres. Et donc, à sa décharge, on va dire déjà que lui est impliqué dans ces massacres-là. Lui participe à l'épuration ethnique des Tutsis congolais. Donc, les Tutsis congolais, non, ils ne peuvent pas tendre la main vers ni l'Union africaine, ni la communauté internationale, ni qui que ce soit. Non. Je crois qu'ils ont pris conscience de l'impératif de se prendre en charge, de se défendre et de défendre les leurs, de se battre pour leur dignité, leur citoyenneté et leur nationalité. Mais sans attendre un cadeau qui viendrait ni d'Addis Abeba, ni d'une autre capitale. Non, 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 non. Ça n'est pas à l'ordre du jour. J'ai vu des communications ici ou là, des gens qui s'indignaient, mais c'est à mettre sur le dos de l'Union africaine qui ne sait pas se choisir des dirigeants à la fois crédibles et qui puissent porter comme ça l'image du continent. Je ne vois pas, pour aller au-delà des Tutsis congolais, je ne vois pas le président Ndayishimiye être invité au sommet du G7, où on invite parfois des dirigeants africains compte tenu de leur aura. Je ne vois pas le président Ndayishimiye dans un forum de haut niveau en train de porter la voix du continent et que ça puisse avoir un écho favorable. Je ne vois pas le président Ndayishimiye, je l'ai dit, compte tenu de l'urgence, compte tenu des avancées un peu timides dans la région, convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État de la région pour faire avancer le dossier Congo. Non, il n'y a personne qui répondra à son invitation et je ne pense pas qu'il puisse prendre l'initiative pour ne pas mordre la poussière, comme on dirait au football. Il est président en exercice pour 1 année. Ce sera 1 année de perdu pour le continent. Et lui non plus, à part se gargariser un peu, on verra, hein, il ne fera pas beaucoup de déplacements, il n'en a pas les moyens.
même s'il utilisait les moyens du continent, ce sera au compte-gouttes. Il n'a pas, je dis, il n'a pas l'aura sur le continent pour appeler tel chef d'État, pour appeler tel autre, pour lui dire, voilà, j'aimerais qu'ensemble nous puissions faire ceci. J'étais en train de penser à deux initiatives où des chefs d'État qui ont cette envergure continentale. Le président algérien, l'ancien président algérien Bouteflika, l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf, le président Kagame du Rwanda, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ils ont porté le NEPAD et ils l'ont imprimé et opérationnel sur le continent. Quand on voit le l'ancien président sénégalais Macky Sall, le Ghana, encore une fois le Rwanda, le président Al-Sisi d'Égypte, dans une moindre mesure en Afrique australe, on n'en voit pas beaucoup, porter des questions de santé, des questions d'infrastructure, des questions d'accès à la connexion Internet, la lutte contre le terrorisme, qui sont des problèmes globaux qui concernent le monde entier. Nous avons obtenu la fabrication des vaccins. Ça, c'est des chefs d'État qui ont une dimension extra-nationale. Le président Ndayishimiye n'est pas sur la liste. On ne l'a pas vu un jour marquer les esprits dans un forum n'importe lequel. Il n'a jamais été cité comme ayant initié quoi que ce soit. Il est au pouvoir depuis 6 ans, où il s'est associé à d'autres chefs d'État pour porter ne serait-ce que la question de la sous-région. Il a été président en exercice de l'East African Community. On a vu ce qu'on a vu. Donc, en gros, c'est ça. Il ne va pas marquer son passage. Et voilà, il passera comme une comète. Tite, le Premier ministre rwandais, le docteur Justin Sangimaana, a, dans la réunion de l'Union africaine, appelé à écarter tous les États directement impliqués dans le conflit de l'Est de la RDC. Est-ce que serait-il possible avec cette nouvelle... Parce que peut-être Ndayishimiye se dira, je suis le président de l'Union africaine, je dois être là-bas. Mais je dis que ça lui sera difficile de convaincre ses pairs de présider une quelconque réunion en sachant qu'on ne peut pas accepter qu'il soit juge et partie. La fonction qu'il occupe de manière provisoire et pour une année est incompatible avec son implication dans la guerre à l'est du Congo. Les militaires burundais, par la voix de leur porte-parole, ont revendiqué le blocus de Minembwe. Les militaires burundais sont sur la ligne de front à l'est du Congo. Donc, lui, allié Tshisekedi, allié au FDLR, allié à l'idéologie génocidaire, il est disqualifié d'office. Et je crois que c'est ça qu'il va traîner pendant une année. Chaque fois qu'il voudra parler du Congo, les autres vont le regarder de travers. Les autres vont lui dire, mais chef, vous ne pouvez pas, hein? Vous êtes impliqué. Et donc, qu'est-ce que vous venez nous proposer pendant que vous êtes là? Est-ce que vous vous êtes dit, je deviens dans quelques mois président en exercice de l'organisation continentale, il fait une grande déclaration politique, la télévision pour le continent, et au nom de ça, il retire ses troupes de l'Est du Congo,
il se désolidarise des FDLR, la base, l'aéroport de Bujumbura ne servira plus jamais de base arrière au FRDC et aux drones, et désormais, je m'inscris dans la ligne de recherche de la paix pour l'Est du Congo. Il ne l'a pas fait. Non, je crois que son mandat sera assez fade. Il ne peut pas s'engager sur d'autres champs de bataille où il n'aura pas de crédibilité. Il ne peut pas aller au Tchad et dire « moi je viens vous réconcilier ». Non, 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 non. Chez vous là-bas, ça ne va pas. Il ne peut pas aller au Sud-Soudan et dire « moi je suis mandaté par… » Non, on va le regarder avec un biais. Il ne peut pas aller en Afrique de l'Ouest pour dire au Sahel ici, vous avez la solidarité des pays de la région des Grands Lacs. On va lui dire, c'est vous qui êtes en train de brûler la région des Grands Lacs. Ce manque de crédibilité sur le plan diplomatique et les défaillances internes que tout le monde connaît maintenant vont faire de lui un canard boiteux qui va faire quelques tentatives, lesquelles tentatives ne vont pas réussir. Il va s'accrocher à son ami Tshisekedi, qui lui aussi est en très mauvaise posture. Les autres chefs d'État vont se dire, sans l'avouer publiquement, vivement, que ce mandat passe et que ce type rentre à Bujumbura. En essayant d'analyser aussi la situation au Burundi, est-ce que le pays, je veux dire le Burundi, a quelque chose à gagner avec cette présidence à l'Union africaine? Peut-être ils peuvent dire maintenant, nos stations, nous les verrons avec de l'essence, nous verrons des devises. Est-ce que les problèmes au Burundi, pour ne pas dire qu'ils peuvent se terminer, vont au moins se… Non, pas du tout, pas du tout. C'est tout un écosystème qu'il est très facile d'expliquer. Je disais qu'un président qui est bien assis dans son pays, qui travaille pour sa population, quand il vient à la tête du continent, il vient avec ce crédit-là. On le respecte. Il est en poste depuis 2000, il a lutté contre la corruption, il n'a pas de problème de gouvernance, les étalages sont, les stations sont pleines, le système de santé, il est très beau dans ce pays. Et ça se voit et c'est comme ça que quand il arrive devant ses pairs, on va dire, il est très confortable. Il a quelque chose à dire. Il a des exemples à donner. Et les exemples qu'un président donne, c'est dire, chez moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Entre parenthèses, un jour, Tshisekedi va dans une réunion au Sénégal et il ment devant tout le monde. Il dit à peu près, nous fabriquons maintenant du pain à Kinshasa et nous avons intégré la farine de manioc au blé pour baisser nos importations en blé. C'était du bluff et à Kinshasa, des esprits malins ont dit, on a fait le tour de la ville pour trouver une boulangerie qui nous mélange du blé et du manioc et nous fabriquer du pain à Kinshasa. On n'en a pas trouvé. C'est ça la crédibilité des chefs d'État. Quand j'ai cité les autres chefs d'État là, le président Macky Sall a un bilan à présenter. Il a modernisé son pays jusqu'à quasiment déplacer la capitale Dakar. Le président Kagame, n'en parlons pas. Quand ils viennent rencontrer leur père, ils disent « Ah, voilà quelqu'un. » Le président Ndayishimiye n'a pas ça.
C'est la corruption, c'est l'incompétence, c'est le clientélisme, c'est des réfugiés qu'on ne compte plus, c'est des devises qui manquent. Oui, tout le monde connaît ça. Et donc, on va l'éviter, et ça c'est très grave. Ceux qui participeront à quelque initiative que ce soit feront une participation à minima. Ça veut dire que si la réunion se tient à Addis Abeba, on demandera à l'ambassadeur du pays d'aller dans la réunion. Vous ne verrez pas un ministre des Affaires étrangères, un premier ministre ou un président, mis à part son ami Tshisekedi. Ça n'aura pas, même s'il prenait une initiative sur quelque dossier que ce soit, la connexion de l'Afrique, c'est très important, la santé, les infrastructures, la coopération sud-sud, le marché commun. S'il prend une initiative, les autres diront, non, c'est pas la peine d'y aller. On ira quand il aura cédé la place à quelqu'un d'autre. Et voilà, donc, non, il n'y a pas à s'inquiéter de son passage à la tête de l'Union africaine. Non, il ne va pas imprimer sa marque. Non, il ne va pas influer sur quelque dossier que ce soit. Ouais. Tite, nous avons observé, si pour dire un petit silence de l'Union africaine par rapport aux condamnations des trucs qui se passent dans la région. Récemment, nous avons vu l'Union africaine condamner l'attaque de l'aéroport de Kisangani. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ou bien durant ce mandat à venir, est-ce que nous ne verrons pas beaucoup de communiqués qui... Oh, ça... C'est comme, des initiatives en faveur oui, de oui, 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 oui. Il peut multiplier, parce qu'il aura une équipe diplomatique du Burundi, on a lu leurs noms, qui voudront faire du zèle et qui vont multiplier ces communiqués-là, estampillés, papier en tête, Union africaine, la présidence de l'Union africaine, mais ça va être des communiqués sans effet. Il va faire quelques déplacements, parce que, attention, ni en interne, il n'a vraiment pas les moyens pour se payer des voyages. Ça coûte cher, les voyages des chefs d'État. Et il faut voir en retour qu'est-ce que le pays gagne. Et la Commission n'a pas beaucoup de moyens pour permettre au président en exercice de sillonner le continent. Donc, il se contentera probablement de quelques effets d'annonce comme ça. Le président de l'Union africaine condamne avec la dernière énergie. Ok, ça va. On met ça sur Twitter. Merci. On a lu et on passe à autre chose. Ça fera parfois l'objet de moqueries. Comme quand l'Union africaine condamne la destruction du centre de commandement des drones qui sont en train de bombarder les civils, ils n'ont jamais parlé de discours de haine alimenté, irrigué par Kinshasa. On ne le voit pas prendre fait et cause pour les Tutsis congolais qui sont en train d'être exterminés. On ne les voit pas condamner et prendre même des sanctions, parce qu'ils en ont la capacité, de l'utilisation des mercenaires. Si on ne s'arrêtait qu'à ça, et puis un matin, on dit à Kisangani, ah oui, nous condamnons. Ouais, ça a donné quoi comme effet? Eh bien, ça a fait pchit, comme dirait l'ancien président français, Jacques Chirac. Voilà, lui aussi fera pchit et communiquer qu'il pourra signer. Et on va les lire avec un air distrait. C'est pas le genre de communiqué où on se dit attention, il y a quelque chose ici, il faut bien regarder. Non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura des pays
au sein de la communauté internationale ou bien des pays d'Asie et d'Amérique qui seront dupés avec cette nouvelle signature qui comprendra l'Union africaine parce que peut-être, comme vous le dites, ce sera estampillé président de l'Union africaine et puis ils vont dire peut-être ça c'est sérieux, peut-être il n'y aura pas des pays qui seront dupés avec ça. S'il y en a qui sont dupes, ils ne pourront s'apprendre qu'à eux-mêmes. Leur turpitude n'engagera pas les autres. Je dis, il est suffisamment connu, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Donc, dans la région, on le connaît, sur le continent, on le connaît, et ailleurs. Il est à la tête de l'Union africaine pour un mandat d'une année. On sait comment ça se passe. C'est une présidence tournante. On connaît les problèmes de fonctionnement de l'Union africaine. Ce n'est pas lui qui va mobiliser les fonds pour renflouer les caisses à Addis Abeba. Il aurait pu le faire déjà chez lui. Il peut y avoir des gouvernements qui essayent de faire écho de ce genre de communiqué, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas vraiment parce que c'est ce communiqué-là. C'est parce qu'on veut en faire un prétexte pour régler un compte quelconque. On a vu des soutiens des FDLR qui sont en dehors du continent. Et donc, s'il se permettait de sortir un communiqué, on verra une petite agitation et on voit à peu près d'où ça pourrait partir, mais ça fera comme une tempête dans un verre d'eau. Et à la fois compte tenu de son auteur, qui n'est pas très crédible, qui n'a pas le poids. Ensuite, les relais qui veulent lui faire écho, on verra c'est lesquels, c'est toujours les mêmes. Écoutez, en termes d'influence, en termes d'avoir ce genre de retour, le président Tshisekedi s'est dépensé sans compter. Le président Tshisekedi a puisé dans la caisse des millions de dollars que Ndayishimiye n'a pas pour alimenter sa rhétorique victimaire, pour irriguer le désir, sinon l'illusion des sanctions, pour montrer que son pays n'était pas, son pays était, que lui... Voilà, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il suffit de regarder l'épisode de Washington. On peut, si on fait une rétrospective dans une autre émission, faire des étapes où, en allant à telle réunion, à telle rencontre, on a fait un battage médiatique et voir qu'est-ce qu'on a eu en retour. On sort de Washington avec, on brandit l'accord du siècle, l'accord stratégique, partenariat stratégique. Non, stratégie de partenariat. Non, ça ne dit pas. C'est vraiment les États-Unis et la RDC sont main dans la main. Trump et Tshisekedi sont les meilleurs amis du monde. Désormais, si même le président Tshisekedi a mal à la tête, la première personne appelée, ce sera le président Trump. Et pendant que cette mousse ne s'estompe pas encore, le ministre des Mines dit « Hey, calmez-vous. Nous avons juste signé un accord de principe. Nous avons encore des étapes à franchir. Et si jamais les Américains ne sont pas très enthousiastes, nous allons trouver d'autres partenaires. » Voilà comment, au niveau même du cabinet, on n'est pas capable de s'harmoniser. Le ministre Mouyaya, qui est dans son rôle, mobilise toute la presse pour nous vendre
un accord qui n'a... C'est la toute première fois que la République démocratique du Congo arrive à Washington, négocie, et fait des concessions. Et les Américains sont très intéressés. Et voilà, nous rentrons avec un partenariat stratégique. Son collègue, ministre des Mines, dit, tonton, ce n'est pas vraiment ça. Voilà un peu ce genre de situation où il y a de l'incompétence dans ce qu'on fait, il y a de la précipitation, il y a de la cacophonie, il y a comme une compétition à qui dit vrai, qui dit faux, qui est proche du chef, qui n'est pas proche, qui fait plaisir au chef. Ça n'est pas un dossier bien préparé, bien ficelé, qu'on amène à Washington, qu'on s'assoit et qu'on dise nos intérêts, les voici, les vôtres. Non, on veut juste. Et ça, on l'a vu, je dis, on peut refaire l'histoire politique de Kinshasa ces 3 dernières années. Kinshasa confond un battage médiatique avec une victoire diplomatique. On confond ça. Et donc, si on a des radios, des journaux, des télévisions qui accueillent le ministre Mouyaya qui vient vendre du vent là-bas, on nous dit victoire diplomatique. Quand on va regarder de près qu'est-ce qui est sorti de Washington, ah bon? Le ministre des Mines nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Nous ne faisons que commencer. C'est un accord de principe qui devra passer par d'autres négociations, qui devra définir quels sont les carrés miniers qu'on cède, à quelle société, à quelles conditions. Nous devrons voir. Ça prend du temps. Et ce temps-là n'est pas le temps de la communication, non, c'est le temps de signer des accords. On le sait, on va le voir aussi chez Ndayishimiye, qui voudra faire quelques coups comme ça médiatiques. Lui n'a pas, peut-être qu'il pourra s'adosser sur les réseaux de son ami Tshisekedi, mais même les réseaux médiatiques de Tshisekedi, on le voit perdre du souffle à force de répéter des contre-vérités, à force de dire des choses et de se faire reprendre, à force de voir même les membres du gouvernement se contredire entre eux. Le ministre Mohindo Nzagi vient à la télévision pour dire « Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons perdu la bataille de la communication. » À quoi sert ce ministre de communication? Le ministre des Mines dit « Arrêtez d'exagérer. Nous n'avons pas encore de partenariat stratégique. Nous ne sommes qu'au premier pas qui, si tout se passe comme il se doit, et s'il n'y a pas d'obstacle, et s'il n'y a pas de revirement, on pourrait probablement arriver à un partenariat stratégique. » Mais il n'a même pas de calendrier. Non. Et c'est pour ça qu'il y a ce chantage pour dire, attendez, les Américains, si vous vous accrochez pas bien, et il y a d'autres demandes ailleurs. Donc, voilà un peu. La crédibilité, c'est aussi ça. Avoir de la cohérence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Éviter de se contredire matin, midi et soir. Il y a beaucoup de journaux, de journalistes qui ont perdu leur crédibilité à force de suivre comme ça la rhétorique de Tshisekedi, oui. Tite, si vous nous permettez, et de revenir sur Tshisekedi et Ndayishimiye, l'implication burundaise en RDC. Oui. Le blocus revendiqué par l'armée burundaise à Minembwe, Oui. et entre autres, toutes ces implications burundaises en RDC. Aujourd'hui, quelle est la situation de l'implication burundaise en RDC?
Le Burundi est en alliance avec la RDC. Le Burundi fournit des militaires sur le front à la RDC. Le Burundi a participé, et je l'ai dit, à revendiquer le blocus de Minembwe. Le blocus d'une population civile ciblée, qui est une même communauté, est un acte de génocide. Après la prise d'Uvira par l'AFC M23, mécaniquement, le reste des troupes burundaises se replient chez eux. Ils embarquent avec eux des Wazalendo, des FDLR, des FARDC. Mais il y a une injonction qui arrive, qui demande à l'AFC M23 de se retirer d'Uvira. Le coordonnateur Nanga, en responsabilité, prévient le secrétaire général des Nations Unies. Et ce courrier-là, il faut le garder dans les archives. Le risque est grave, le risque est imminent, le risque est sérieux que si jamais nous nous retirons, les massacres vont reprendre dans et autour d'Uvira. Ah non, nous, on n'a rien à voir, on vous a dit de vous retirer, retirez-vous. Est-ce que vous pourriez venir nous relayer que nous, on quitte et qui est une force neutre qui protège cette population? On vous dit simplement, retirez-vous de là. Un point, c'est tout. Merci, c'est gentil. Le temps de se retirer, ça se passe exactement comme Corneille Nangaa l'avait écrit. Et le drame dans tout ça, il y a deux éléments majeurs. Ça se passe comme en direct. Tout ce qu'ils font, ils détruisent, ils tuent, est filmé et diffusé. Il n'y a que des Banyamulenge qui sont ciblés et qui sont massacrés. Et eux-mêmes le disent. Ils affichent même des bagarres. Batusi barudie kwabo atuataki. C'est des maisons de Banyamulenge qui sont détruites. C'est des églises de Banyamulenge qu'on détruit. Qui a levé le petit doigt? Qui a osé dire finalement, en désespoir de cause, AFC M23, retourner là-bas, ne serait-ce que pour protéger cette population qu'on est en train de décimer comme ça? Non. C'est hier, avant-hier, qu'on apprend que la MONUSCO pourrait éventuellement déployer une mission, une force dans Uvira. Mais à condition que d'abord on nous ouvre l'aéroport de Goma. Quand vous prenez l'aéroport de Goma et Uvira, franchement, non, tout ça, ça ne fait pas sérieux. Et en attendant que on puisse voir un seul casque bleu dans Uvira, il y a combien de Tutsis congolais qui auront perdu la vie? Il y aura combien de maisons qu'on aura détruites dans Uvira, dans ses environs, à Minembwe et dans les environs? Le cheptel qui reste, est-ce qu'il y en a encore? Il aura été détruit. Non, on verra, on est en train de s'activer en attendant. Donc voilà un peu la responsabilité du président burundais, du gouvernement burundais est engagé, ne serait-ce que dans le blocus de Minembwe. Son alliance avec Tshisekedi ne peut pas justifier le blocus de Minembwe. Est-ce que le blocus est toujours en place? Aujourd'hui, oui. Parce que Minembwe est bombardé depuis Kisangani.
Parce que Minembwe est bombardé depuis Kindu. Voilà. Donc, sur le plan du droit international, le Burundi ne pourra pas évoquer l'accord de coopération en matière de sécurité avec le gouvernement congolais. Quand il y a blocus, c'est un acte de génocide. Vous avez une population, une communauté de Banyamulenge. Ils sont civils, ils ne portent pas d'armes. Et vous venez les asphyxier. Vous prenez Minembwe, vous transposez ça à Srebrenica, en ex-Yougoslavie, vous avez des vases communicants. C'est du pareil au même. Mais alors, Tite, si l'Afrique n'a rien à gagner avec cette nouvelle direction de Ndayishimiye à sa tête, qu'est-ce qu'elle a à perdre? Bon, elle perd d'abord sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de ces institutions. Ça veut dire que, comme j'ai vu certains l'écrire, si jamais d'abord devenir président dans certains pays, c'est vraiment un coup de chance. Après, au titre de la présidence tournante, on peut devenir président de l'Union africaine en étant incompétent, en étant inefficace et en étant impliqué dans un conflit qui est en train d'exterminer une population. Donc l'Afrique perd de ce côté-là. L'Afrique démontre à la face du monde que ces réformes sont encore vraiment très loin et que son crédit, s'il ne peut être que sur les épaules de son président en exercice, merci, nous avons Ndayishimiye pendant une année. Tite, vous parliez de Ndayishimiye qui arrive à la tête de l'Union africaine sans beaucoup de moyens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein de la tête de l'Union africaine, il va utiliser cette nouvelle position, peut-être, parlons seulement financièrement, pour peut-être, comment dire, pour se servir dans les caisses du continent? Oh, ça, je ne suis pas certain qu'il le fasse. D'abord, il y a très peu de moyens à Addis Abeba. Je disais tantôt que ce dont il pouvait abuser, c'est de la représentation. Quand il est invité à gauche, à droite, il fait prendre les frais par la commission. Il peut se permettre une tournée dans certaines capitales africaines au titre de sa fonction. Mais on l'a vu par d'autres chefs d'État qui utilisent leurs propres moyens, qu'ils mettent plutôt à la disposition du fonctionnement de leur présidence. Et donc, je crois qu'il y a des règles à la commission. Il y a un fonds qui est alloué au président en exercice pour son secrétariat, pour le protocole, pour certains de ces voyages qui relèvent de l'intérêt majeur du continent. Non, il ne peut pas puiser dans la caisse. Tite, en tout cas, merci infiniment pour C'est moi qui vous remercie. Et vous êtes encore le très bienvenu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout, restez branchés sur les plateformes du média Iguié.